International. Il ne se passe pas de jour sans que vous entendiez dans les médias, ou que vous disiez la communauté internationale a fait ceci ou cela, ou que fait la communauté internationale. Elle ne risque pas de faire grand-chose parce qu'elle n'existe pas en fait. Il n'y a pas de communauté internationale. C'est une très belle aspiration, c'est un beau projet, kantien ou autre, comme on veut, mais le monde actuel est partagé par tellement de différences, des différences abyssales, de conception, d'histoire, de mentalité, de langue, de vision, etc. Il y a tellement d'antagonisme, il y a tellement de méfiance, il y a tellement de disparités. Ça ne forme pas encore une communauté. On peut dire qu'il y a peut-être une communauté dans les compagnies aériennes, il y a peut-être une communauté des traders, il y a peut-être une communauté de certains commerçants, même pas une communauté des internautes parce qu'ils ne parlent pas dans la même langue. Donc on en est très loin en fait. Donc il faut oublier ça. Il faut oublier l'idée que les Nations Unies, ce soit la communauté internationale. D'abord, elles ne sont pas unies, pour commencer. De même qu'après la Première Guerre mondiale, les nations ne forment pas une société des nations. C'est une sorte de jungle des nations. Après, vous avez les nations pseudo-unies. Et puis, de toute façon, les Nations Unies, c'est le nom de la salle, c'est tout. C'est l'endroit où les nations du monde se rassemblent. C'est très bien, hein, je ne suis pas du tout contre. Heureusement qu'il y a un endroit au monde où tous les États du monde peuvent être là pour dialoguer, parfois coopérer, c'est très bien. Et le monde sera encore un peu plus confus si ça n'existait pas. Mais ne croyez pas que ce soit une sorte de puissance, une sorte d'entité au-dessus de nous, au-dessus des peuples qui s'affrontent ou des méchants gouvernements, qui va venir s'occuper de nous, telle une sorte d'Olympe, de gouvernement de la planète Mars. C'est le cadre. Donc il y a toute une série de constructions qui sont très très présentes dans les esprits. Il faudrait revenir à faire l'histoire, mais je ne vais pas faire l'histoire des relations internationales et des institutions internationales, mais il se trouve que nous sommes un pays qui a beaucoup cru à ces choses-là, et qui y croit encore, qui a raison d'y croire, sauf qu'on est loin du compte, qui croit au système multilatéral. Après la Deuxième Guerre mondiale notamment, on a cru que ce système des Nations Unies avec toutes les institutions spécialisées allait permettre de mettre de l'ordre dans tout ça, de faire progresser l'humanité en matière de développement, d'éducation, etc. Encore une fois, tout ça est très bien, ce sont des aspirations tout à fait nobles, tout à fait légitimes, tout à fait intéressantes, stimulantes, mais il se trouve que le monde ne fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est fin 91, fin de l'Union soviétique, quand Yeltsin et quelques autres se mettent d'accord pour dire à Gorbatchev tu t'en vas parce qu'il n'y a plus d'URSS, donc il n'y a plus de président de l'URSS et c'est nous qui prenons la suite. Ça c'est fin 91. Donc à partir de là, il y a eu un nouveau sursaut de cette croyance extrêmement forte dans, ne pas dire la communauté internationale, mais en Occident, dans les pays occidentaux, notamment les pays européens qui croient beaucoup à ça, alors que les États-Unis croient à leur propre force. L'idée que ça y est, enfin, après plusieurs faux départs, on était dans la communauté internationale et que les choses allaient être organisées dans le cas des Nations Unies, avec plus tard la Cour pénale pour punir les méchants gouvernements, avec le dynamisme extraordinaire de la société civile dont parlait Pascal, qui est un fait, mais beaucoup de gens étaient au-delà de cette analyse en pensant que ça allait se substituer au gouvernement, chargé de décider ceci ou cela. Les ONG, toujours présentées au début comme étant merveilleuses, positives, constructives, jusqu'à ce qu'il y ait une dizaine d'années, il y a un sommet terrible à Durban sur le racisme, et on se disait, notamment dans nos pays, que si un sujet sur lequel on est d'accord maintenant, c'est pour condamner le racisme, il était apparu à Durban, justement, que la définition qu'ont donnée les ONG venues de différentes parties du monde n'étaient pas les mêmes. Et que les ONG européennes n'avaient pas la même définition que les ONG africaines, ou asiatiques, ou arabes, voire islamistes, puisque déjà ça existait. Donc il y a une série de chocs par rapport à ça. Mais il y a eu un moment comme ça, d'idéalisation extraordinaire après cette période de la guerre froide. Donc il y a une série d'images qu'on a en tête, qu'on emploie tout le temps, mais dont je vous dis là, puisqu'au fond, on m'a invité à vous donner mon avis, fondé sur mon expérience, que ce n'est pas des concepts véritablement opératoires par rapport au monde réel. Regardez même l'Europe. C'est un mot plutôt positif, même maintenant, avec l'usure, mais quand même. Mais on ne sait pas ce que ça désigne, en fait.
quand on dit l'Europe, je suis pour l'Europe, je suis contre l'Europe, c'est bien ce qu'ils ont fait, ou l'Europe c'est nul, de quoi parle-t-on en fait? Est-ce qu'on parle de la Commission européenne? Bon, c'est une définition. Est-ce qu'on parle du Parlement européen? C'est pas forcément la même chose, ils peuvent s'allier, mais ils peuvent ne pas être d'accord. Est-ce qu'on parle du Conseil européen qui rassemble les 28 chefs d'État et de gouvernement, là où siège François Hollande, Mme Merkel, etc. Est-ce qu'on parle de la Cour de justice? Ils ne sont pas forcément sur la même ligne. Est-ce qu'on parle des 28 gouvernements de l'Europe? C'est encore autre chose, des 28 opinions publiques, parce qu'il n'y a pas l'opinion publique européenne, elle est divergente sur beaucoup de points. Il n'y a pas un peuple européen. Même Jacques Delors, grand européen s'il en est, parlait toujours d'une fédération d'États-nations. D'États-nations. Bon, ou alors, chacun, quand il dit l'Europe, il pense à l'idée qu'il se fait de ce que l'Europe devrait être, et qu'elle n'est pas assez, mais à ce moment-là, il y a 500 millions de définitions de l'Europe. Donc, si on veut avancer sur ce terrain de la géopolitique, et je trouve ça absolument formidable que la ville de Nantes, et avec l'aide de l'IRIS, ait organisé ce festival ici, parce que c'est vrai, ce que disait Pascal, il y a une demande absolument énorme partout de compréhension. Et c'est une demande d'ailleurs d'autant plus remarquable que ça veut dire que la plupart des gens qui ont un comportement civique ne se contentent pas du tintamarre qu'ils entendent dans des systèmes médiatiques qui sont devenus trop marqués par l'instantanéisme, la précipitation, l'obligation de tout hystériser, etc. Il y a une sorte de fuite en avant pour des raisons d'ailleurs largement économiques. Donc, manifestement, il y a une partie du public qui dit « je veux comprendre en vrai » par rapport à ça. Donc voilà une partie de mon avertissement préalable. Mais j'en ai pas fini parce qu'il y a un autre élément dont je pense que nous devons nous méfier, pas entièrement, disons à moitié. On doit se méfier de l'idée que nous nous faisons de notre propre rôle. Ça vous paraît évident qu'il faille se préoccuper du monde, surtout du monde où il y a des tragédies, du monde qui souffre. C'est pas acceptable de laisser se produire tel ou tel drame, on veut faire quelque chose. Bon, il y a une grande partie du monde qui n'est pas du tout là-dessus. Soit parce que les gens sont écrasés, terrassés, pris à la gorge par des problèmes tellement plus graves, tellement plus urgents qu'évidemment, ils n'ont pas du tout le temps à consacrer au fait de savoir s'ils peuvent mettre fin à une tragédie qui a lieu ailleurs et qui alors je ne les concerne pas. Ou tout simplement parce qu'il n'y a rien dans leur culture, dans les religions au fil des siècles, dans les philosophies, qui les amène à penser ça. Moi, je pense que l'Occident, au sens large, est marqué par ce qu'a dit saint Paul, le concepteur théorique, disons, du christianisme, quand il a dit « allez évangéliser toutes les nations ». Les nations, à l'époque, ça veut dire tout le peuple, et les mots changent avec les siècles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous qui avons été les compagnons de Jésus, on n'est pas simplement une petite secte juive révolutionnaire, avec des idées nouvelles, remarquables, autour d'un leader charismatique, on va dire, religieux, mais nous allons nous adresser à tous les autres. Et pas simplement les autres sectes juives avec lesquelles on est en concurrence, tous les autres. Même des Grecs, même des athées, même toutes les religions du Proche-Orient de l'Antiquité. Et pour moi, l'idée encore vivante aujourd'hui, que notre message doit être universel, s'adresser à l'univers, si celui-ci veut bien nous écouter. Je pense que l'origine profonde est là, en fait. Bon, on peut en débattre sans fin, d'autant que la plupart des gens qui sont animés par cette idée d'universalisme ont rompu les liens avec la culture religieuse d'origine. Mais on en parlerait des spécialistes de la philosophie. Pour moi, c'est la marque de l'Occident. Il n'y a absolument rien, par exemple, dans l'histoire chinoise, dans la philosophie chinoise, qui amène les Chinois à mettre en avant l'idée de valeur chinoise universelle. D'autant que, dans la plupart des cas, quand vous entendez communauté internationale, ça désigne les Occidentaux. Vous pouvez entendre, faites le test dans les jours qui viennent, vous entendrez certainement sur une radio que la communauté internationale est très mécontente contre Poutine, par exemple, à prendre cet exemple. Mais s'il n'y a pas la Russie dans la communauté internationale, c'est qu'elle n'est pas internationale, au fond. Hein? Donc la communauté internationale ne peut pas être en désaccord avec la Chine, ou Poutine, c'est ça. Là, ce sont les Occidentaux, ou les Européens, ou un autre groupe, ou la Ligue arabe, que sais-je. C'est des groupes particuliers. Il faut analyser les forces en présence. Après la fin de l'Union soviétique, donc quand on est entré dans la décennie dont parlait Madame Le Maire, l'époque de l'hyperpuissance, c'est parce que j'employais dans les années 90. Donc l'époque où les États-Unis sont dominants, la plus grande puissance de tous les temps, en termes aussi bien de puissance militaire, monétaire, mais en termes d'influence culturelle, etc. Là, un
moment donné, on a pu se dire, ça y est, il y a un moment d'harmonie, d'uniformisation. Les Américains l'ont vu sous une forme américaine, c'est-à-dire nouvel ordre international sous la conduite éclairée des États-Unis. En même temps, ils disaient, mais on n'a pas demandé à faire ça, donc on y va malgré nous. C'était la théorie du reluctant sheriff. Le shérif va s'en occuper, mais parce qu'on lui a demandé, on n'a pas le choix. Et c'est là où les Européens ont développé la théorie que je rappelais tout à l'heure sur communauté internationale, société civile, etc. Et puis, on a vu que c'était pas si simple, et que c'était pas du tout la fin de l'histoire à laquelle avait pensé l'essayiste Fukuyama, en disant c'est fin de l'histoire faute de combattants, parce que tout le monde est d'accord maintenant pour la démocratie, nous on dirait démocratie, eux ils disent démocratie de marché, donc c'est la fin de l'histoire, tout le monde est d'accord, et finalement non. Et on voit qu'il y a des forces qui se développent, et que même l'histoire recommence. L'histoire en partie gelée par la guerre froide pendant un certain temps recommence. C'est là où arrivent les fameux émergents. Au début, les émergents, ce sont des banquiers occidentaux, des entreprises qui s'aperçoivent que dans les pays qui émergent enfin, ce qu'on appelait, vous savez, les pays en voie de développement, quand ils ne se développaient pas, on versait des larmes de crocodile sur eux, et puis au fond, comme en plus, à peu près personne ne sait comment il faut faire pour se développer, l'aide était donnée comme ça, nos opinions à nous sont plus sensibles au fait de l'aide qu'au fait du développement, parce que l'aide correspond à quelque chose d'expiatoire, un peu, en réalité. Donc tout ça tournait en rond, personne ne s'est développé. Et puis à un moment donné, les émergents, en appliquant, comme la Chine de Deng Xiaoping, des règles du capitalisme le plus sauvage, le plus Far West, finalement développent ce pays géant après que quelques autres pays d'Asie, comme la Corée du Sud, ou Taïwan, Hong Kong à l'époque, séparés, etc., Singapour, se soient développés. Et là, on voit apparaître les émergents. En Occident, on se dit au début, c'est une aubaine, ce sont des classes moyennes dont le pouvoir d'achat monte vite, donc c'est très intéressant pour nous, pour les exportations, pour le développement économique. On s'aperçoit après que ce ne sont pas simplement des économies émergentes, mais des puissances émergentes. Et qu'elles ont leur propre vision, leur propre mémoire, leur propre projet. Elles vont réémerger, pas simplement pour se développer économiquement, peut-être pour prendre leur revanche, comme dans le sport, parfois même pour se venger. Donc il y a toute une partie de l'histoire dont on s'aperçoit qu'on est en train d'en sortir, qui est angoissant pour les Occidentaux, qui est l'histoire coloniale, en fait. Je ne reprends pas l'approche expiatoire, esclavage, c'est un autre sujet, ça. Mais simplement le fait que pendant plusieurs siècles, ce sont les Européens qui ont colonisé le monde. Ils étaient en rivalité entre eux, y compris dans la colonisation. Ils ont colonisé. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été colonisateurs? Pourquoi les autres étaient colonisables? C'est un vaste sujet historique. Toujours est-il que pendant 3-4 siècles, ce sont les Européens qui ont imposé cette mondialisation-là, en fait. Il y a plusieurs vagues dans la mondialisation. Il y a une vague ibérique, notamment dans la mondialisation. Là, il y a une mondialisation britannique. Bon, et après, américano-globale. En tout cas, ce sont les Européens qui ont fait l'histoire du monde. L'histoire du monde global. Ça ne veut pas dire que les peuples n'aient pas d'histoire. Chacun avait son histoire tout à fait honorable. Mais l'histoire globale, la mise en connexion, la mise en interrelation de l'ensemble du monde, c'est bien avant le portable, le microprocesseur et le porte-conteneur. C'est donc c'est au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Eh bien, on s'est aperçu, il n'y a pas tellement longtemps, quand on voit que les émergences, c'est des puissances, en compétition entre elles, mais aussi avec nous, qu'on sortait de ça. Et on est en train de sortir de l'époque où les Occidentaux avaient non seulement la maîtrise, mais le monopole dans l'histoire du monde. Je disais à San Francisco, 49 pays, mais on était dans les grandes conférences d'avant. On pourrait d'ailleurs remonter au Congrès de Vienne en 1815, qui avait à peu près stabilisé la paix en Europe pour un siècle, presque. Mais on prend la sortie de 14-18, toutes les grandes décisions sont prises à la sortie par le président américain Wilson. C'est lui qui invente la Société des Nations, mais il n'obtient pas après que son pays accepte d'y rester, donc ça casse un peu le mouvement. Par le Britannique Lloyd George et par Clemenceau. Ils prennent des décisions, bonnes ou mauvaises, on peut en discuter. En fait, ils sont trois, même si la terre entière est installée à Paris ou Versailles pendant des mois et des mois, en attendant les différents traités, notamment ceux qui vont démanteler l'Empire ottoman, etc. Une 20-25 puissances, en réalité. Mais il y a bien longtemps qu'on est plus simplement dans un système de relations interétatiques et que se sont développées toute une série d'autres forces.
Les entreprises, à l'origine, c'est IBM qui a inventé le mot de multinationale. C'était pour masquer le fait que c'était 100% américain. Mais comme ils étaient présents absolument partout, ils voulaient dire non, on n'est pas américain, il ne faut pas être contre nous, parce qu'on est dans des tas de pays. Au fil du temps, les multinationales sont devenues multinationales, pour de vrai. C'est-à-dire qu'il y en a partout. Vous pouvez avoir une multinationale coréenne, turque, brésilienne, etc., égyptienne, il y en a partout. Mais, en fait, il y a toujours une tête. Il y a toujours un capital qui est quelque part, et quelqu'un qui, finalement, contrôle le capital. Quelqu'un qui, au bout du compte, va dire oui ou non. Donc, il y a l'idée que les entreprises n'aient plus de nationalité, qu'elles aient un comportement apatride, qu'elles cherchent la meilleure implantation fiscale, c'est une évidence, ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont éthérées. Donc, c'est des puissances énormes qui sont là, qui souvent sont reliées à tel ou tel pays, qui ont des comportements de patriotisme économique sans même qu'on ait besoin de le dire. C'est le cas, par exemple, de toutes les grandes boîtes américaines, vous voyez. Mais elles sont entre elles dans une relation de concurrence énorme et elles ont un poids gigantesque. Si vous preniez le chiffre d'affaires des principales multinationales mondiales et vous comparez au PIB des principaux pays membres des Nations Unies, il est évident qu'il y a des centaines d'entreprises qui pèsent plus lourd que des dizaines de pays. Et que quand on raisonne en termes de régulation internationale, pour essayer de remettre un peu d'ordre dans ce chaos, on ne sait pas qui régule qui. D'ailleurs, la plupart des analystes s'y perdent. Il y a eu l'époque de l'hyperpuissance, avant c'était le système bipolaire, à deux. Après, certains ont dit non, vous allez voir un système bipolaire se reconstituer, ça va être le G2, entre les États-Unis et la Chine. Et après, on se dit non, ça ne marche pas, parce qu'ils peuvent se mettre d'accord sur quelques sujets, mais enfin, ils sont quand même en désaccord, en rivalité sur encore plus de sujets, donc ça va pas être le G2. Alors, est-ce que c'est le monde multipolaire? À une époque, en France, on parlait beaucoup de monde multipolaire. C'était pour justement contester le fait que les États-Unis soient légitimes à être l'hyperpuissance. Et par exemple, le président Chirac disait non, c'est un monde multipolaire. Et les dirigeants américains détestaient ce concept parce que ça voulait dire que les États-Unis sont un pôle parmi d'autres, ce qui n'est pas acceptable pour eux. Même si Kissinger, il y a longtemps, employait l'expression de monde multipolaire, mais d'une façon particulière. Il considérait qu'il y avait les États-Unis qui étaient au-dessus, et qu'en dessous, il y avait des pôles. Donc, ce qui correspondait assez d'ailleurs à la situation de l'époque.